Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Thomas Gauthier et je vais passer avec vous l'heure qui suit pour que nous explorions ensemble ces problématiques de décision et d'action en situation d'incertitude. Le titre de la présentation, en anglais, Disrupted Futures, fait écho à un dispositif pédagogique que j'ai créé en 2018 à EM Lyon et qui est aujourd'hui encore déployé à l'école, dans le programme Grande École et dans des programmes MBA. À peu de choses près, c'est un peu plus de 1500 étudiants et participants qui découvrent ces méthodes et ces outils chaque année. Concernant le déroulé de la masterclass, 3 temps. Un premier temps où nous allons ensemble revenir sur quelques concepts clés liés à la stratégie d'entreprise, aux représentations du monde et au futur. Puis, deuxième temps, on va ensemble découvrir une étude de cas qui a été construite à partir d'un cas réel, proposé à des étudiants de M Lyon par un constructeur de véhicules industriels et utilitaires, et qui, quelque part, ce constructeur a souhaité mettre à l'épreuve des futurs plusieurs options stratégiques parmi lesquelles il avait à choisir. On aura enfin, si tout se passe bien, quelques instants pour conclure et surtout pour passer au temps dédié aux questions-réponses. Alors, la mosaïque de logos que vous voyez à l'écran met en avant, met en valeur plusieurs organisations qui ont permis d'enrichir le dispositif pédagogique depuis sa création. Vous y voyez des PME, vous y voyez des startups, vous y voyez des multinationales, des administrations publiques, des associations. Et chacune de ces organisations a, au cours des 2 années écoulées, produit une ou plusieurs études de cas sur lesquelles les étudiants ont eu à plancher. Commençons ensemble avec la première partie de cet exposé, à savoir les éclairages théoriques. Sans être barbant, enfin je l'espère, on va reprendre ensemble quand même une définition essentielle pour tout ce qui va suivre, à savoir celle de la stratégie. Vous en trouvez des dizaines dans tous les manuels, dans tous les sites spécialisés. J'ai retenu ici celle que propose Richard Rummelt, professeur émérite à l'Université de Californie à Los Angeles, pour qui la stratégie, c'est l'art de créer de la valeur, pour les clients de l'entreprise bien sûr, mais aussi plus largement pour l'ensemble de ses parties prenantes, et de tirer profit de cette valeur. Ensuite, Rummelt va plus loin et explique que pour parvenir à cette création de valeur, il faut savoir prendre position, c'est-à-dire littéralement repérer des changements dans l'environnement de l'entreprise et s'en servir pour orienter intelligemment les ressources dont dispose l'entreprise. Vous voyez maintenant à l'écran la première partie du dispositif et de la séquence Disrupted Futures avec un focus, outre celui sur la stratégie, sur ce que l'on appelle la représentation du monde. La représentation du monde, pour être très simple ici, c'est une simplification de l'environnement dans lequel évolue l'organisation, qui est le fruit du travail réflexif en règle générale de l'équipe dirigeante de l'entreprise, qui a su extraire de l'environnement les principales lignes de force qui, selon elle en tout cas, structurent et transforment l'environnement. Pour parvenir à une représentation du monde, ce qui se passe concrètement dans l'entreprise, c'est que des processus à la fois inconscients et des processus organisationnels délibérés sont activés. Les processus inconscients, c'est tout ce qui ressort de la culture des dirigeants, du parcours personnel et professionnel, de leurs croyances, et tous ces éléments finalement agissent comme des prismes à travers lesquels eux, mais nous aussi finalement, on perçoit l'environnement. Les processus organisationnels délibérés, eux, sont par exemple du type déléguer à un groupe de travail la tâche qui va consister à établir une shortlist de méga-tendances et de signaux faibles qui sont censés refléter les principales lignes de force et les incertitudes qui structurent et transforment l'environnement. Alors, à ce stade, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un monde stable, l'équipe dirigeante peut tout à fait raisonnablement s'appuyer sur la prévision qui suppose de recourir à des données du passé et du présent pour dessiner les contours du monde et pour en anticiper les transformations à venir. Le gros problème, ou peut-être
la chance, c'est que l'avenir n'habite juste pas à l'adresse indiquée. Pour reprendre une formule que je trouve très élégante et qu'on doit au perspectiviste français Armand Brown. Il n'habite pas à l'adresse indiquée. Et ce qui est intéressant peut-être à ce stade, c'est de se rappeler qu'au cours de l'histoire, l'homme a eu un rapport au futur qui a extrêmement évolué. Sans faire un cours d'histoire, ce n'est pas le but. Si on en revient à l'époque antique, l'homme avait recours à la divination afin d'obtenir des réponses. On allait voir un oracle, on attendait des réponses, et grâce à ces réponses, on décidait par exemple d'aller ou non livrer bataille à la cité voisine. Quelques siècles après, le rapport au futur s'est destiné à travers les sciences toutes puissantes, capables enfin de craquer le code de l'univers. C'est l'avènement du déterminisme, selon lequel, et selon le principe de causalité qui lui est lié, eh bien, on peut dire que dans des conditions identiques, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Finalement, l'univers et ses évolutions à venir deviennent une gigantesque équation, peut-être très très compliquée, mais qui ne résisterait pas aux efforts et à la pugnacité de scientifiques. On continue l'avancée rapide dans notre histoire à tous et arrive le milieu du XXe siècle, l'ère de l'incertitude, l'ère de la nécessité de penser l'impensable, avec comme point de rupture finalement les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki qui nous ont démontré, si je puis dire, qu'on avait la capacité de s'autodétruire et que finalement il fallait désormais apprendre à penser l'impensable. Pour reprendre une expression d'un intellectuel et entrepreneur américain Herman Kahn, dont on reparlera dans un instant. Penser l'impensable jusqu'au moment où est arrivé un discours universel, celui de la démocratie libérale, qui a, pour ainsi dire, gagné après les multiples événements géopolitiques qui ont trouvé leur origine dans la chute du mur de Berlin en 89. Une ère d'universalité, une ère de démocratie libérale triomphante, et puis depuis quelques semaines, qu'est-ce que l'on vit tous? Peut-être une forme d'instant zéro de l'anthropocène, le Covid-19, des liens présumés, pas encore démontrés, avec d'autres formes de troubles extrêmement profonds dans notre environnement à tous et dans l'environnement des entreprises, des troubles écologiques, des troubles climatiques. On ne sait plus exactement où on va et en tout cas, l'avenir effectivement n'habite pas à l'adresse indiquée. Alors pour nous rassurer, il faut qu'on se rappelle qu'on n'est pas les seuls à avoir eu du mal et à avoir du mal en ce moment à penser l'avenir. On va à nouveau voyager ensemble dans l'histoire l'espace de quelques slides. On revient en 1943 et voilà ce que disait Thomas Watson, qui était à l'époque président de la société américaine IBM. Pour lui, selon ses prévisions, il y aurait un marché mondial pour environ 5 ordinateurs. On est tous d'accord, je pense, pour dire que Watson s'est largement trompé. Quelques années après, 1962, une société d'édition de disques londonienne ferme la porte aux Beatles parce que cette maison d'édition anticipait que la guitare n'allait juste plus être à la mode. On est en 2020 et je pense que l'on peut assez facilement trouver sur YouTube ou autre des morceaux accompagnés à la guitare. La prévision, c'est difficile. Et le gros problème de la prévision, comme le rappelle Pierre Wack, un autre intellectuel et acteur d'entreprise très important dans le contexte de la présentation d'aujourd'hui, sur lequel on va revenir, la prévision est d'autant plus dangereuse qu'elle échoue au moment même où on en a le plus besoin. Elle échoue au moment où il s'agit d'envisager, d'anticiper des changements majeurs. La prévision n'est juste pas faite pour nous aider à penser ces temps de rupture. Dans la situation où on est aujourd'hui, incertitude systémique et radicale, dont peut-être la pandémie de coronavirus n'est qu'un symptôme, la prévision voit quelque part son domaine légitime se restreindre très 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 rapidement. Il n'y a qu'à se souvenir quelques semaines en arrière, on était à peu près tous convaincus que le récit officiel du futur, qui était une forme d'accélération et d'intensification du présent, par exemple plus d'échanges commerciaux internationaux, plus de vols intercontinentaux, etc., avait à coup sûr la faveur des pronostics et des probabilités. Aujourd'hui,
Je pense, là aussi, c'est une spéculation, que croire que ce futur officiel adviendra quand même avec juste un peu de retard, ça s'apparente, selon moi en tout cas, à un acte de foi. Alors, on en est à ce stade de l'exposé à réaliser, j'espère, qu'il nous faut enrichir notre rapport au futur. Il nous faut pouvoir penser au-delà du futur appelé sur l'écran que vous voyez préférable. Actuellement, pour en revenir aux entreprises, leur développement repose essentiellement sur leur capacité sans cesse renouvelée à innover. Et innover, si on voulait trouver une définition justement innovante du terme, c'est peut-être ce qui consiste à coloniser le futur avec l'idée que nous nous en faisons aujourd'hui. Ce futur, c'est le futur préférable, comme je l'ai dit il y a un instant. Et puis, pour sans cesse enrichir et renouveler ce futur préférable, les entreprises ont recours à des mécanismes que vous connaissez toutes et tous très bien, les découvertes, les grandes découvertes, les inventions, les innovations, les nouveaux business models et autres. Alors, il est peut-être arrivé un temps où on a une croyance très importante dans notre capacité à façonner ce futur préférable exactement comme on le souhaite. Certains des détracteurs des nouvelles technologies nous taxent de solutionnisme, c'est-à-dire que l'on envisagerait des solutions techniques toujours plus sophistiquées à n'importe quel problème dans notre environnement, y compris par exemple l'absence de pluie dans certaines régions, qui pourrait être réglée à coup de géo-ingénierie, c'est-à-dire à coup de machines très sophistiquées qui feraient tout simplement pleuvoir les nuages. La catastrophe en cours, ce qu'elle nous fait durement réaliser, c'est que systématiquement recourir à la prévision et chercher donc à dessiner les contours du futur probable, vous le voyez à l'écran au milieu, pour bâtir une stratégie d'entreprise n'est peut-être pas viable, malgré toutes les percées incroyables réalisées ces dernières années dans des domaines que l'on connaît, tels que l'analyse des données massives, big data, ou l'intelligence artificielle. Quoi qu'il arrive, il semble que le futur nous montre qu'il n'est pas réductible à une équation à résoudre, même si cette équation est très compliquée. Et à ce moment-là, la question qu'on peut se poser en tant que dirigeant d'entreprise ou cadre d'entreprise, c'est comment faire pour réussir en tant qu'entreprise et même peut-être comment faire pour survivre. Eh bien, peut-être que cette réussite et cette survie vont dépendre d'une capacité à dépasser le futur probable, à ne pas être obnubilé par le futur préférable et au contraire à commencer à explorer de multiples futurs possibles. Alors, les futurs possibles, vous les voyez à l'écran, c'est ceux qui sont le plus éloignés du centre du cône. C'est ceux qui sont les plus différents, les plus contrastés aussi par rapport aux futurs probables. Ces futurs possibles pourraient, une fois qu'on les aura explorés, nous servir de nouvelles paires de lunettes pour regarder autrement, sous un jour nouveau quelque part, notre présent et découvrir dans ce présent qu'on pensait connaître des défis pour l'entreprise, mais aussi des opportunités pour l'entreprise qui étaient déjà en germe dans le présent, mais que jusque-là, nous avions simplement ignoré. Alors, il y a une citation que j'aime beaucoup, que l'on doit à Einstein, qui nous rappelle qu'il n'est de toute façon pas possible pour un individu, pour une collectivité, pour une entreprise, de résoudre des problèmes en utilisant les mêmes raisonnements qui nous ont conduits à les créer. Mais si on prend au sérieux la citation d'Einstein, ça signifie qu'effectivement, ce n'est pas dans un futur probable qui n'est que le prolongement du présent que l'on va trouver des réponses, des pistes pour agir et résoudre les différents problèmes que les entreprises cherchent aujourd'hui à résoudre. Toujours un peu d'histoire, ça peut paraître paradoxal alors que je vous avais quelque part promis qu'on allait surtout parler de futur. Cette intention d'éclairer la décision d'une entreprise et son action présente à la lumière des futurs possibles est une approche qui est riche de plusieurs décennies de travaux de recherche. Il est bien évident que le dispositif à l'EM Lyon s'appuie, repose, se nourrit d'une tradition extrêmement riche et extrêmement internationale. Aux États-Unis, c'est particulièrement dans le contexte de la guerre froide qu'un homme, que j'ai évoqué un petit peu plus tôt, Herman Kahn,
qui était alors employé à la Rand Corporation, une organisation que peut-être certains d'entre vous connaissent, quelque part à mi-chemin entre le cabinet de conseil et le laboratoire de recherche. Cette organisation était préoccupée par des questions liées à la politique nationale de défense, et donc en plein contexte de guerre froide, elle a commencé à forger, et il a commencé à forger, des concepts et des méthodes que l'on appelle aujourd'hui scénario planning. On traduit ça en français, c'est la traduction que j'en ai trouvée, planification par scénario. Il n'y a pas que les Américains qui ont décidé dans les années 50 de penser autrement le futur. Simultanément ou presque au Royaume-Uni, c'est un Français, Pierre Wack, que j'ai cité un petit peu plus tôt, qui a fait l'effort de théoriser et d'introduire le recours au scénario de futur, dans les processus stratégiques de la compagnie pétrolière Shell. Le travail de Wack a démarré au tout début des années 70, quelques années à peine avant le premier choc pétrolier de 1973. Alors, on le sait tous, si les Anglais font quelque chose, les Français font quelque chose. Donc les Français ne sont pas en reste. En France, c'est essentiellement à Gaston Berger, que vous voyez à l'écran, qui était alors directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'Éducation nationale, que l'on doit l'invention du mot prospective, qui est étroitement lié au scénario planning, mais qui n'est pas synonyme pour autant. Sans reprendre tous les travaux de Berger, je vais juste citer quelques mots d'un article qu'il a publié en 1959, dans lequel il explique que la prospective qu'il a créée, qu'il a fondée, consiste à rechercher des facteurs vraiment déterminants et des tendances qui poussent les hommes dans certaines directions sans que toujours ils s'en rendent bien compte. Fin de citation. Aujourd'hui, en France en particulier, les outils de la prospective ou du scénario planning, si on est plus adepte de la version anglo-saxonne, sont utilisés très très largement, même si parfois leur utilisation reste méconnue, aussi bien par des entreprises. Vous avez vu, lorsque je vous ai montré une fresque de logos, notamment ceux de AXA et de Vinci, qui sont deux utilisateurs confirmés de la prospective. Les administrations publiques également. La métropole de Lyon fait en France en tout cas office de métropole avant-gardiste quand il s'agit d'utiliser la prospective pour explorer toute une variété de futurs possibles, et les associations aussi. Je cite ici la Fondation Internet Nouvelle Génération, la FING, sur laquelle j'aurai le plaisir de revenir plus tard lorsque je vous présenterai un élément d'étude de cas. Ce que je vous propose maintenant, c'est justement, après ce très bref aperçu plus conceptuel, de se jeter à l'eau et de découvrir un cas pratique. Alors, on va le découvrir évidemment ensemble en accéléré. On va découvrir ensemble en accéléré donc les différentes étapes du dispositif Disrupted Futures, auquel s'est prêté à l'automne 2019, c'est tout frais, un constructeur de véhicules industriels et utilitaires. Alors, si je reprends cette slide que je vous ai présentée un petit peu plus tôt, vous vous souvenez que j'avais alors expliqué qu'une stratégie d'entreprise s'appuie sur une représentation du monde, qui est elle-même une simplification de l'environnement dans lequel l'entreprise agit. Cette représentation du monde, eh bien, elle peut avoir tout un tas de défauts. On peut, en tant qu'individu ou dans une entreprise en tant que cadre, en tant que dirigeant, ne pas percevoir complètement, ne pas percevoir de manière rationnelle et logique ce qui est en train de se jouer dans l'environnement. Il y a plusieurs points d'attention auxquels il faut être attentif quand on met à jour sa représentation du monde et quand on cherche surtout à l'améliorer. Je vais vous donner quelques exemples de points d'attention que mon équipe et moi on a pu révéler dans différents cas, pas juste d'ailleurs celui de ce constructeur de véhicules. Il y a d'un côté les angles morts, je vais donner un exemple dans un instant, les interprétations fallacieuses, les incohérences et les erreurs d'appréciation. Un angle mort, pour commencer, dans une représentation du monde, c'est par exemple le fait que de nombreuses entreprises, y compris parmi les acteurs du numérique, négligent la question de l'approvisionnement en métaux rares, qui sont pourtant des ingrédients essentiels
parce qu'on les retrouve dans la totalité des dispositifs numériques. J'entends par là GPS, tablette intégrée, etc. Dans le cas du constructeur, ne pas être attentif à l'approvisionnement en métaux rares, c'est peut-être risquer dans un temps à venir un problème d'approvisionnement pour, par exemple, des tablettes intégrées dans les véhicules. Une interprétation fallacieuse, je vais vous donner là un exemple à nouveau qui échappe au cas du constructeur de véhicules. Une interprétation fallacieuse, ça peut être par exemple d'intégrer l'hypothèse selon laquelle, naturellement, la transition numérique, puisqu'elle paraît si immatérielle, conduit forcément à la transition écologique et à la réduction de notre empreinte carbone. Et pourtant, une somme de travaux qui sont déjà publiés ou qui sont en cours donne peut-être à penser au contraire que derrière cette apparence de dématérialisation et de diminution aussi de la consommation d'énergie et de matière, numériser la société, continuer à le faire, peut aussi contribuer à la dégradation des écosystèmes dans lesquels nous vivons. Voilà, je n'ai pas forcément le temps de donner aussi des exemples concernant les deux autres types de points d'attention, incohérence et erreur d'appréciation, mais je les donnerai volontiers à celles et ceux qui souhaiteraient en apprendre plus sur ces sujets. Vous voyez maintenant à l'écran un nouveau composant dans la méthode Disrupted Futures qui s'appelle Megatrend et signaux faibles. Ces mots, mégatrend et signaux faibles, vous les avez certainement déjà mobilisés dans vos organisations. Vous avez certainement déjà des dispositifs en place pour vous nourrir, pour recueillir, pour récolter des méga-tendances et des signaux faibles. Et donc, j'ai essayé ici de vous montrer des approches que vous n'utilisez peut-être pas encore pour nourrir votre appréciation de ce qui est en train de se jouer dans l'environnement de votre entreprise. Le premier dispositif, c'est celui qui consiste à s'entretenir avec des personnes remarquables. Le terme de personne remarquable, on le doit à Pierre Wack, l'acteur central du scénario planning chez Shell dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Et Pierre Wack définit ce qu'il entend par une personne remarquable. En règle générale, cette personne est un ingénieur ou un universitaire ou alors aussi un écrivain, un artiste, un consultant, une femme ou un homme d'affaires perspicace. Bref, quelqu'un qui a étudié et qui jouit d'une expérience dans un domaine lié aux enjeux que l'on cherche à éclairer dans la démarche d'exploration des futurs possibles, et une personne aussi et surtout peut-être qui est capable de formuler des hypothèses à la fois crédibles et déstabilisantes. C'est donc exclusivement une personne qui échappe au contrôle direct de l'entreprise dans laquelle la construction de scénarios a lieu, pour que cette personne remarquable ne soit pas soumise au silence organisationnel. Vous avez certainement les uns et les autres déjà fait l'expérience autour de vous. Quelqu'un dans une entreprise pose une question. Malheureusement, cette question, il ne fallait pas la poser. Et juste après avoir posé la question, la personne disparaît. C'est un symptôme du silence organisationnel qui interdit justement de formuler des questions peut-être déroutantes, mais susceptibles aussi d'aider l'entreprise à découvrir de toutes nouvelles opportunités. Alors, cette personne remarquable, elle doit avoir un certain nombre de traits caractéristiques. Je vous en cite juste quelques-uns. Elle se démarque des autres par l'ingéniosité de son esprit. Elle maîtrise parfaitement son domaine d'expertise. Elle est dotée d'une curiosité sans limite. C'est une source intarissable d'idées nouvelles. Elle est également accessible. Et c'est une observatrice attentive des lignes de force et des tensions qui soit structurent, soit déstructurent le monde. On attend d'elle finalement une lecture atypique des transformations émergentes. On n'est pas là pour entendre une forme de confirmation de ce que l'on sait déjà ou de ce que l'on croit savoir. Ces personnes remarquables, elles sont tout autour de nous. On les trouve à travers leurs articles de journaux, à travers les posts qu'elles peuvent laisser sur les réseaux sociaux. Elles interviennent dans des conférences, elles sont peut-être invitées dans des podcasts. Elles sont littéralement devant nous. Autre dispositif peut-être atypique pour certaines et certains d'entre vous, eh bien, c'est un dispositif qui vise à surmonter le reproche que l'on fait parfois au scénario prospectif
dont on dit qu'ils ne sont juste là que pour prolonger, voire au mieux accélérer et accentuer quelques tendances qui sont déjà bien connues. Ce dispositif, c'est le recours à la science-fiction. J'ai ici à l'écran une citation d'Isaac Asimov, l'une des personnalités bien sûr incontournables du champ. La science d'aujourd'hui, ou plutôt celle de demain, existe peut-être déjà dans la science-fiction d'aujourd'hui. J'aime aussi rappeler que dans le domaine de la science-fiction, un autre auteur incontournable, Wells, qui a écrit notamment à la fin du 19e siècle La machine à explorer le temps, expliquait à qui voulait l'entendre que c'est lorsqu'il écrivait des romans de science-fiction, et uniquement dans ce cas, qu'il s'autorisait à décrire le plus fidèlement possible les futurs que son intuition lui permettait d'envisager. Et il expliquait au contraire que lorsqu'il lui était donné de s'exprimer dans des contextes, on va dire, plus officiels, comme des discours, il s'auto-censurait parce qu'il ne se permettait pas alors, dans un contexte officiel, de heurter les craintes et les espoirs que le public pouvait avoir au sujet de l'avenir. Et enfin, un troisième exemple de dispositif de collecte de tendances et de signaux faibles, vous voyez à l'écran une Game Boy. Vous voyez à l'écran une Game Boy parce que pour moi, la création de la Game Boy, c'est l'un des exemples marquants de ce que j'appelle l'ethnographie prospective en action. Alors, là aussi, petit voyage et petit retour en arrière. En 1965, Gunpei Yokoi est engagé par Nintendo et il est engagé pour entretenir les machines-outils de l'entreprise. Pourtant, plus tard, Yokoi devient célèbre en créant la Game Boy, une console portable que j'espère, ou j'imagine en tout cas beaucoup d'entre vous connaissent. Cette Game Boy a été introduite sur le marché en 89. Et apparemment, l'idée de la Game Boy lui serait venue alors qu'il voyageait en train et qu'il remarqua qu'un homme d'affaires qui s'ennuyait ferme essayait tant bien que mal de passer le temps en jouant avec sa calculatrice. L'ethnographie prospective, ça serait en fait alors l'étude descriptive des activités d'un groupe d'humains, suivi ensuite de l'élaboration d'un bref récit prospectif. L'ethnographie prospective, c'est observer autour de soi les germes de futur et commencer à spéculer autour de ce que ces germes pourraient devenir si ils étaient demain repris par beaucoup. Par exemple, dans le cas de Yokoi, il a imaginé que toute une génération, et peut-être même plusieurs, allaient s'amuser en jouant avec sa console portable de jeu. On a des mégatrends, on a des signaux faibles. L'étape suivante dans la séquence Disrupted Futures consiste à construire des fragments de futur. Alors un fragment de futur, pour lui donner là aussi une définition succincte, c'est un fragment de futur possible construit pour attirer l'attention de l'entreprise sur un point d'attention justement que les étudiants ont identifié dans sa représentation du monde. Un fragment de futur, c'est une alerte finalement. Le fragment de futur, pour être encore plus convaincant, on le conçoit en règle générale de différentes manières. On peut par exemple donner à voir à l'entreprise une scène de la vie quotidienne dans le futur. On peut lui donner à lire un récit d'anticipation. On peut lui donner à voir un article de journal ou bien même un extrait d'un document officiel. Dans tous les cas, on incarne le futur dans un objet qui nous est familier aujourd'hui dans le présent, mais dont on détourne le contenu pour tracer les contours d'un futur possible. Alors, dans le cas du travail avec le constructeur de véhicules industriels et utilitaires, je vais vous montrer deux fragments qui ont été construits par les étudiants. Le premier s'intitulait « Les quotas carbone individuels ». En quelques mots, l'idée était que chaque citoyen européen disposerait d'un quota carbone individuel et d'une carte personnelle capable d'enregistrer toutes leurs transactions. Je n'en dis pas plus car dans quelques slides, vous allez avoir l'opportunité de visionner une partie d'un journal télévisé fictionnel construit par des étudiants dans lequel ces quotas carbone individuels sont mis en scène. Deuxième fragment, un numerus clausus ou une limitation drastique du nombre de camions en circulation en Europe.
Là aussi, je ne vous en dis pas plus, vous aurez un petit extrait sonore d'1 minute et 45 secondes pour découvrir plus en détail ce deuxième fragment de futur imaginé par les étudiants. Fragments de futur, je l'ai dit un petit peu plus tôt, ce sont des briques, ce sont des Lego qu'il faut ensuite assembler dans une expérience immersive au cours de laquelle on va donner à vivre à l'entreprise un futur. Dans le cas de l'étude de cas que nous visitons ensemble aujourd'hui, les étudiants ont imaginé un journal télévisé fictionnel dans lequel la nouvelle présidente de l'Union européenne, que vous connaissez bien sûr toutes, Greta Thunberg, impose aux constructeurs de camions un numerus clausus après avoir réalisé que ses premières mesures de quota carbone individuel n'étaient pas une réussite. Alors, à ce stade, vous allez recevoir via le chat un lien. Je vous propose de l'ouvrir, c'est une vidéo YouTube, c'est une vidéo d'1 minute 15. Je vais m'arrêter pendant 1 minute et 45 secondes pour vous laisser le temps de visionner ce premier fragment de futur et on reviendra ensemble pour la suite de cette présentation. Vous avez désormais le lien affiché dans le chat. Vous allez directement être dirigé vers YouTube. Voilà, je vous propose que nous revenions ensemble à la suite de la présentation. J'espère que vous avez pu toutes et tous visionner ce premier fragment de futur. C'était donc un extrait d'un journal télévisé fictionnel d'une quinzaine de minutes que des étudiants ont produit et ont fait voir à la direction de la stratégie du constructeur de véhicules industriels et utilitaires qui s'est prêté au jeu du dispositif Disrupted Futures. Je vais maintenant passer à la slide suivante. Fragment numéro 2, numerus clausus camion. Là aussi, vous allez recevoir via le chat un lien vers une vidéo YouTube. C'est une vidéo un tout petit peu plus longue, d'1 minute et 30 secondes, il me semble, dans laquelle vous allez voir la suite du journal télévisé et dans ce journal télévisé fictionnel, une annonce en direct de la présidente de l'Union européenne, Greta Thunberg, au sujet du numerus clausus camion. Je vous laisse ouvrir le lien et nous serons tous ensemble à nouveau dans 1 minute et 30 secondes. À tout de suite.
Nous sommes à nouveau ensemble. J'espère que vous avez pu toutes et tous visionner ces deux extraits de l'expérience immersive conçue par les étudiants pour le constructeur de véhicules industriels et utilitaires. À nouveau, il s'agissait d'un journal fictionnel d'une quinzaine de minutes qui reprenait tous les codes en vigueur des journaux télévisés, un jingle, une apparence physique, une tenue vestimentaire, des intonations de la part de la présentatrice qui résonnent avec ce à quoi nous sommes habitués, un décor sobre, un logo de chaîne télévisée, une multiplication de sujets abordés également. Vous n'avez pas pu voir là en quelques minutes que dans le journal télévisé fictionnel, eh bien, des sujets tels que une pénurie d'eau douce autour du pourtour méditerranéen était abordée, la remise du prix Nicolas Hulot, qui récompense une initiative locale de transition écologique, un regain de tension autour de la frontière irlandaise. Bref, l'idée dans une expérience immersive, c'est vraiment de donner à faire vivre à l'entreprise une situation future tout à fait plausible, quoique très différente du futur jugé le plus probable. Nous avançons ensemble encore dans la présentation, nous sommes presque à son terme. Dernière étape du dispositif, conception de nouvelles stratégies. Alors, pour commencer, il faut se rappeler que face à ces expériences immersives, l'entreprise soumet quelque part à l'épreuve des futurs des éléments de sa stratégie actuelle. Mais face à ces expériences immersives, l'entreprise peut également, dans un dialogue avec les étudiants, basculer dans un mode génératif, c'est-à-dire dans un mode qui consiste à créer de nouvelles stratégies qui tiennent compte des nouveaux défis et des nouvelles opportunités qui apparaissent dans les futurs possibles que l'on a donné à voir à l'entreprise. Les futurs construits dans la méthode Disruptive Futures sont tous de nature turbulente, au sens qu'ont donné à ce terme plutôt deux chercheurs britanniques, Frédéric Emery et Eric Trist, qui décrivent et définissent un environnement turbulent comme un environnement tel que eh bien, le terrain de jeu d'une entreprise est lui-même en mouvement. Il est lui-même en mouvement, notamment à cause ou grâce à un recours accru à la recherche et développement pour tenter de préserver ou d'accroître son avantage concurrentiel. Ou alors le terrain de jeu peut aussi être en mouvement parce qu'il y a désormais interdépendance entre la sphère économique, qui est en règle générale la première à laquelle on pense quand on conçoit une stratégie, et les autres sphères, la sphère sociale, la sphère écologique, la sphère technologique, la sphère politique. Dans un contexte turbulent, si on s'inscrit dans ce courant théorique qui a eu depuis de multiples confirmations à travers des cas pratiques, eh bien une entreprise doit puiser dans un répertoire de 3 stratégies qu'elle peut combiner entre elles. La première stratégie, c'est celle dite de la préparation ou du stockage. C'est une stratégie que très peu d'entreprises aujourd'hui déploient puisque chaque jour les médias nous rappellent que ce sont peut-être des logiques de flux qui se sont substituées aux logiques de stock qui ont conduit à des situations de pénurie que l'on a vécues ou que l'on vit encore en France et que d'autres pays vivent également. Première stratégie donc, stratégie du stockage. Deuxième stratégie, stratégie de la relocalisation. Relocalisation, ici dans un sens particulier, c'est finalement identifier des zones dans l'environnement qui sont a priori moins impactées par les turbulences que celles dans lesquelles l'entreprise opère actuellement. Par exemple, dans le cas de notre constructeur de véhicules industriels et utilitaires, il est tout à fait possible que sa clientèle actuelle, sa clientèle majoritaire, n'est peut-être pas celle qui est la plus simple à satisfaire et peut-être que notre entreprise à nouveau pourrait gagner à aller vers d'autres cibles qui seraient moins impactées par des turbulences. Mais troisième stratégie est peut-être la plus intéressante et la plus porteuse pour l'avenir, c'est la stratégie dite des coalitions. La stratégie des coalitions, elle vise en fait à identifier les ressources et les compétences
qu'une coalition d'organisations devrait acquérir pour ensemble augmenter sa capacité d'adaptation. On est alors dans une logique stratégique où c'est finalement la préparation, c'est, on dirait peut-être aujourd'hui la résilience ou pour citer Taleb, l'antifragilité de la coalition qui prime plutôt que sa volonté à construire exactement le futur qu'elle désire. Troisième stratégie, je le rappelle encore une fois, stratégie des coalitions. À ce stade de la présentation, on est presque au terme, je vais devoir basculer vers une deuxième étude de cas que je vais du coup parcourir beaucoup plus rapidement parce que pour la première que l'on va clôturer ensemble à l'instant, je n'ai tout simplement pas été autorisé à dévoiler en détail les options stratégiques qui ont été le résultat de la co-construction entre les représentants de l'entreprise et les étudiants. Mais je vais basculer néanmoins sur un cas extrêmement riche qui est un cas portant sur la fondation Internet Nouvelle Génération, que vous connaissez peut-être plus souvent sous le nom de FING. Sans en dresser un tableau historique, la FING, c'est une association à but non lucratif qui conduit des travaux qui sont à la fois critiques et, on va dire, créatifs pour explorer et aussi expérimenter des nouvelles formes du numérique. Son enjeu principal encore aujourd'hui, c'est d'anticiper, de donner à comprendre ce que le numérique fait à la société et en retour ce que la société fait au numérique. Pour ça, la FING travaille avec tout un tas d'acteurs, des entreprises, des territoires, et avec ces acteurs, eh bien, ensemble, ils cherchent à anticiper toute une panoplie de mutations liées aux technologies et à leurs usages. En toute transparence, je dois, avant d'aller plus loin, annoncer que je fais partie du conseil d'administration de cette association depuis juin 2019. Mais je rappelle dans le même temps que vous avez accès à toute l'information pertinente concernant la FING sur son site web. Alors, sans faire à nouveau un historique complet de la FING, il faut savoir que cela fait des années que cette association entreprend des exercices, je dirais, conceptuellement très proches de ce que nous faisons avec Disrupted Futures à EM Lyon, notamment construire des scénarios de futur possibles, aller bien au-delà d'un futur probable. Et là, j'attire votre attention sur deux exemples de projets qui ont été entrepris récemment par la FING. Le premier est un projet de construction de scénarios extrêmes des villes de demain, des scénarios qui ont été développés dans le cadre d'un programme intitulé Audacities, programme en partenariat d'ailleurs, sauf erreur de ma part, avec l'IDRI, avec l'Institut du développement durable et des relations internationales. Le but de ce projet était de construire des scénarios qui visaient tout particulièrement à interroger les rapports entre l'innovation, notamment l'innovation numérique, et la gouvernance à l'échelle de villes qui seraient de plus en plus déstabilisées, notamment par les grandes plateformes numériques. Deuxième exemple de travail prospectif entrepris par la FING, un travail qui a conduit à la conception d'un kit qui s'appelle le kit Agir local, que je trouve tout particulièrement pertinent car il vise en fait à mobiliser la puissance du numérique au service de l'environnement. Et rappelez-vous quelques slides en arrière, j'avais indiqué que pourtant, il n'était pas évident que le numérique soit à coup sûr un accélérateur de la transition écologique, d'où la pertinence d'un travail prospectif ciblé sur la question qui s'est matérialisé et qui s'est concrétisé avec le kit Agir local. Plus récemment, et c'est ça qui va nous intéresser pour la fin de cette présentation, la FING a posé un diagnostic très affûté sur le niveau des turbulences qui caractérise l'environnement finalement dans lequel toutes les organisations qui l'accompagnent sont amenées à se mouvoir. Et de là, elle a conceptualisé, puis commencé à opérationnaliser en décembre de l'année dernière une proposition stratégique de type coalition. Rappelez-vous les trois types de stratégies en environnement turbulent dont j'ai parlé, stockage, relocalisation et coalition. La FING construit
en même temps que je vous parle, si je puis dire, une proposition stratégique de type coalition. Et les coalitions que la FING propose d'aider à faire émerger reposent sur une pluralité d'acteurs. Ces coalitions vont au-delà des partenariats classiquement utilisés dans le monde des entreprises. Pour rappel, ces coalitions, selon la FING, devraient reposer sur, d'un côté, les concepteurs de systèmes numériques, les commanditaires de l'innovation numérique. Troisième acteur, les responsables publics et politiques, les régulateurs. Quatrième acteur, les chercheurs. Cinquième acteur, les employeurs, qui évidemment jouent un rôle dans l'appropriation des outils et la facilitation de nouveaux usages. Sixième acteur, les enseignants, les formateurs, les médiateurs, qui jouent un rôle de relais, d'acculturation à des formes inédites d'usage numérique. Avant-dernier acteur, les citoyens, nous, usagers, consommateurs. Et enfin, dernier acteur, un acteur qui finalement n'a que très rarement, voire jamais, voix au chapitre, les générations futures. Dans l'optique de construire une stratégie de type coalition, ce qu'a fait la FING et ce qu'elle continue de faire actuellement, c'est d'identifier et de caractériser non seulement les leviers dont dispose chacun de ces acteurs pour agir, mais en même temps les freins et les limites auxquels ces acteurs se heurtent et ce qui manque aujourd'hui à ces acteurs pour pouvoir pleinement déployer leurs projets. J'ai plus le temps d'aller dans le détail de chacun des acteurs, je vais quand même m'arrêter sur l'un d'entre eux. J'ai choisi de creuser les commanditaires de l'innovation. Pourquoi? Parce que les commanditaires de l'innovation, dans le contexte de cette stratégie de coalition, recouvrent un large éventail. On va y retrouver par exemple les maîtres d'ouvrage publics, on va y retrouver les commanditaires de la Smart City, on va y retrouver les grandes entreprises clientes du numérique. Et on va y retrouver enfin les investisseurs de l'innovation numérique. Et ce que commence à mettre à jour cette stratégie de coalition, qui est en cours de déploiement actuellement, c'est que ces différents composants, ces différents membres, je dirais, du groupe d'acteurs commanditaires de l'innovation, ont plusieurs points en commun. Il leur manque à tous aujourd'hui une compréhension fine des enjeux politiques et stratégiques qui est d'autant plus difficile que le niveau de turbulence dans l'environnement ne cesse d'augmenter. Il leur manque également une formulation de principes et de critères qu'ils pourraient facilement appliquer au moment où il leur revient de qualifier, voire de retenir des répondants lors d'appels d'offres, par exemple. Il leur manque des cadres d'action collectifs. Les principes d'action à plusieurs ne sont pas définis, que ce soit à un niveau d'association professionnelle, à un niveau de réseau de métier. Il leur manque des acteurs locomotives, des pionniers qui pourraient par exemple être les 5 des 10 grandes métropoles françaises ou bien 10 grandes entreprises françaises qui s'engageraient à nouveau dans un rôle de locomotive. Cet exemple de stratégie de coalition est en cours de développement. Ce que je trouve à titre, je dirais, de chercheur particulièrement intéressant, c'est que la stratégie de coalition dans ce cas a émergé chemin faisant, a émergé spontanément et rejoint des décennies de travail théorique sur le sujet de l'environnement turbulent, sur le sujet de la stratégie de coalition, ce qui donne à espérer, si je puis dire, que le travail pratique entrepris par la FING va pouvoir être approfondi, enrichi et peut-être plus largement diffusé en allant justement puiser dans cette théorie qui peut-être aurait autrement commencé à prendre la poussière. On arrive bientôt à la fin de cet exposé. Juste peut-être un rappel de ce que l'on a eu l'occasion de voir ensemble. On a vu ensemble plusieurs concepts clés liés à la stratégie, aux représentations du monde, au futur. On a parcouru ensemble très rapidement, on est d'accord, une étude de cas sur un constructeur de véhicules industriels et utilitaires et une mini-étude de cas sur la FING. Et nous avons quelque part ouvert quelques pistes pour la suite, à savoir la stratégie de coalition sera certainement une stratégie à privilégier pour les entreprises pour en fait s'associer avec des acteurs très différents de ce que l'on est nous, entreprises, pour pouvoir ensemble augmenter, booster, je dirais,
la capacité d'adaptation individuelle et collective. Pour reboucler avec l'une de mes toutes premières slides et conclure, je rappelle que le dispositif Disrupted Futures en tant que tel est déployé à l'EM Lyon dans des programmes de différents niveaux qui s'adressent à différents profils, depuis les plus jeunes étudiants fraîchement sortis des classes préparatoires ou de l'université qui intègrent le programme Grande École, jusqu'à des cadres plus confirmés qui peut-être se mettent soit en retrait de leur vie professionnelle pendant quelques mois, soit conjuguent vie professionnelle et apprentissage, perfectionnement de leurs connaissances pendant une durée qui peut aller d'une année à une année et demie. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et je l'espère l'intérêt pour le sujet, et je suis maintenant à votre disposition pour d'éventuelles questions.